Épisode 7, les Wertheimer, Chanel et la gestion familiale. Bonjour et bienvenue sur Destin de Fortune. Je suis Caroline Bonneau, fondatrice du cabinet Arturo Wealth Management et de la chaîne YouTube Caro Gestion Privée, dédiée à l'univers du patrimoine, de l'investissement et du succès entrepreneurial. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'incroyable destin de la famille Wertheimer, propriétaire du prestigieux empire Chanel. Ensemble, nous allons retracer l'origine de leur fortune, leur partenariat historique avec Coco Chanel, l'expansion mondiale de la marque, la gouvernance familiale très discrète, ainsi que la stratégie patrimoniale transgénérationnelle mise en place pour pérenniser ce patrimoine immense. Au fil de l'épisode, je vous livrerai des anecdotes fascinantes sur cette famille mystérieuse et je vous en tirerai des enseignements concrets, surtout si vous êtes un investisseur ou passionné d'histoire économique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Caro Gestion Privée sur YouTube pour ne manquer aucun futur contenu sur le patrimoine et l'investissement. Votre soutien nous permet de continuer à explorer ces histoires d'entrepreneurs exceptionnels. Origine de la fortune des Wertheimer. Les Wertheimer sont originaires d'une famille juive française. L'ascension de leur fortune commence dans les années 1920, quand Gabrielle Chanel, dit Coco, cherche à faire passer son succès de la haute couture au parfum. La maison Chanel, déjà renommée pour ses robes, vient de lancer le légendaire parfum numéro 5, mais Coco Chanel manque de fonds pour développer ce nouveau marché. C'est alors que Théophile Bader, fondateur des Galeries Lafayette, présente la créatrice à Pierre Wertheimer, un jeune entrepreneur avisé. Pierre accepte d'investir et devient l'actionnaire majoritaire de la future filiale de parfum. Dans l'accord conclu en 1924, Pierre Wertheimer détient 70% du capital de la nouvelle société Parfum Chanel, Bader 20% et Coco Chanel 10%. Ce capital permettra de financer la production et la distribution du numéro 5 à grande échelle. Grâce à cet investissement, la parfumerie Chanel assure rapidement son succès commercial, bien que Coco conserve le contrôle de la couture. C'est ce pactole de parfums qui constitue la première brique de la fortune Wertheimer. Parallèlement, Pierre Wertheimer diversifie très tôt son patrimoine en investissant dans l'élevage de chevaux de course. Il devient un grand propriétaire de haras, une passion qui perdurera chez ses successeurs. En somme, la fortune initiale de la famille repose sur ce double succès, le boom du parfum Chanel numéro 5 et les revenus générés par ses chevaux de course. Le choix de Pierre d'entrer dans les parfums de luxe avec Chanel se révélera déterminant pour les générations suivantes. Partenariat initial avec Coco Chanel. Le partenariat entre la créatrice et les Wertheimer démarre bien, mais la relation s'avère vite conflictuelle. Coco Chanel, en tant que créatrice, reste la visuelle et l'âme de la marque, tandis que Pierre veille aux affaires. Rapidement, des tensions apparaissent. Coco estime qu'elle se fait exploiter par son partenaire financier, se plaignant de détenir une part minoritaire malgré le succès du parfum. Pierre, quant à lui rappelle qu'il l'a rendue très riche en injectant le capital nécessaire à l'expansion de son entreprise. Dans un premier temps, aucun des termes du contrat initial ne change. Coco garde 10% des parfums et les frères Wertheimer, Pierre et son frère Paul, contrôlent la manne financière. Les choses empirent au tournant des années 1940. En mai 1940, la France est envahie par l'armée nazie. Les Wertheimer, d'origine juive, fuient la France pour sauver leurs affaires et leur vie. Conscient de la menace qui pèse sur les entreprises juives, Pierre Wertheimer fait preuve d'une incroyable anticipation. En mai 1940, il désigne Félix Amiot, un industriel catholique français, comme gérant arien de Parfums Chanel. Ainsi, les autorités nazies acceptent que l'entreprise continue à tourner malgré l'occupation. Pendant ce temps, Coco Chanel, installée à l'hôtel Ritz de Paris, multiplie les contacts avec des officiels allemands. En 1941, elle tente de reprendre le contrôle des parfums Chanel, mais un administrateur la lui interdit formellement. Après la libération de 1944, Pierre Wertheimer rentre en France et récupère officiellement la direction de toutes les sociétés familiales, dont Parfums Chanel. Un accord est finalement trouvé en 1947 entre Coco Chanel et la famille Wertheimer. Chanel accepte une somme forfaitaire de 400 000 $, issue des bénéfices de guerre du parfum numéro 5, et une redevance de 2% sur les ventes futures du numéro 5,
en échange de quoi les Wertheimer gardent l'intégralité du capital de la parfumerie. Chanel obtient aussi une niche commerciale limitée et une rente mensuelle à vie, mais c'est bien la famille Wertheimer qui conserve le contrôle total de Parfums Chanel. En clair, depuis 1947, Chanel est demeurée une entreprise privée, détenue par les Wertheimer. Coco est écarté du capital. Lors de la guerre, Pierre Wertheimer a littéralement sauvé les affaires de Chanel. L'ingéniosité de nommer Félix Amiot comme gérant arien permit au parfum de continuer à exister sous l'occupation. Sans cela, Chanel Parfum aurait probablement été confisqué par les nazis. Ce choix montre toute la stratégie du clan Wertheimer. Préserver coûte que coûte son capital, même au prix d'efforts risqués. Expansion internationale. Après-guerre, la petite entreprise de parfum commence à se transformer en empire mondial. En 1965, Jacques Wertheimer, fils de Pierre, prend la relève de son père et, quelques années plus tard, achète même l'intégralité de la maison Chanel. Toutefois, Jacques s'intéresse davantage à ses chevaux qu'au marketing de la mode, ce qui laisse un potentiel de croissance inexploité. C'est finalement sa progéniture qui étend véritablement Chanel à l'international. En 1971, Coco Chanel meurt à 87 ans, et l'année suivante, en 1972, Jacques légua la direction à ses deux fils, Alain et Gérard Wertheimer. En 1974, Alain Wertheimer, le frère aîné, prend officiellement le contrôle de Chanel SA. Sous sa direction, la maison amorce plusieurs virages stratégiques. Dans les années 1970, Chanel lance de nouveaux produits, comme l'eau de toilette Cristal en 1974, et surtout inaugure sa première ligne prêt-à-porter en 1978, rendant la marque accessible à un public plus large. Mais c'est dans les années 1980 que l'expansion internationale devient frénétique. Alain décide alors de repositionner la célèbre fragrance Chanel numéro 5 sur le marché américain. Il réduit drastiquement son nombre de points de vente, de 18 000 à 12 000 environ, la retire des parfumeries bon marché et consacre des millions de dollars en publicité. Cette stratégie de rareté, appelée aujourd'hui stratégie de l'exclusivité, porte ses fruits. On fait de numéro 5 un symbole de luxe, présenté par des égéries inoubliables comme Marilyn Monroe, et bien plus tard Audrey Tautou pour le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Parallèlement, Chanel embauche en 1983 le styliste Karl Lagerfeld, venu de la maison Chloé, pour moderniser les collections et redonner du lustre au défilé. Sous l'impulsion d'Alain, Chanel se développe très rapidement à l'international. Dans les années 1980, on compte une quarantaine de boutiques Chanel ouvertes dans le monde. Jean Ehen, responsable du marketing, expliquait leur philosophie. Chanel ne lance un nouveau parfum que tous les 10 ans environ, pas toutes les semaines comme la plupart des concurrents. Cette approche patiente est un enseignement en soi. Chaque nouveau produit est un événement mondial, ce qui entretient la fascination pour la marque. Au début des années 2000, Chanel est solidement implanté aux États-Unis et en Asie. En 2002, la maison compte 25 boutiques aux États-Unis et elle achète des emplacements prestigieux à Hong Kong et Tokyo, Parfum Central et Ginza, pour y ouvrir de grands magasins. Le groupe diversifie aussi ses activités. Par exemple, en 1996, Chanel acquiert la manufacture de fusils de chasse Holland & Holland, une marque anglaise de luxe, et la ligne de maillots de bain RS, et poursuit des partenariats dans le bijou, la maroquinerie ou l'horlogerie. Grâce à ces efforts, la valeur du groupe explose. La maison Chanel aura multiplié la fortune familiale par plusieurs fois. On estimait par exemple vers les années 90 à 2000 la fortune à plusieurs milliards de dollars. Gestion familiale et discrétion. Un trait remarquable de cette success story est le caractère totalement privé de l'entreprise. Chanel n'a jamais été coté en bourse et reste détenu à 100% par les frères Wertheimer. Selon la description officielle, Chanel est détenu en privé par les frères français Alain et Gérard Wertheimer par l'intermédiaire de la holding Chanel Limited, créée en 2018 à Londres. En d'autres termes, aucune institution financière externe ne peut influencer Chanel. La famille reste maîtresse de son destin. Cette gouvernance familiale présente l'avantage de la stabilité.
Les décisions stratégiques se prennent au sein d'un cercle restreint, sans pression de résultats trimestriels. Les Wertheimer veillent aussi à ce que leur patrimoine reste hors des projecteurs publics. Ils ont la réputation d'une discrétion extrême. On ne les voit quasiment jamais dans les médias ou aux événements publics. Les rares fois où ils apparaissent, c'est souvent lié à leur passion équestre. D'ailleurs, les deux frères ont hérité d'un véritable empire hippique, la Presle Farm ou Wertheimer et frères, un haras de course renommé opéré en France et aux États-Unis. Ils ont également investi dans de grands crus bordelais. Les domaines viticoles de Château Rosan-Ségla, Margaux et Château Canon, Saint-Émilion, leur appartiennent. Ces décisions démontrent que la famille privilégie le contrôle familial et la diversification sur le long terme. Par exemple, Gérard Wertheimer est basé à Genève et à New York, Alain réside à Paris, mais tous deux savent décaler leur domicile, Suisse, USA, pour optimiser la fiscalité. Sur le plan juridique, les Wertheimer ont consolidé la structure du patrimoine. La création récente de Chanel Limited à Londres témoigne de leur organisation internationale. Ils ont aussi créé un family office très discret appelé Moose Partners, qui gère l'ensemble de leurs actifs privés. Cette entité interne sert de siège pour les décisions patrimoniales, investissements diversifiés, filiales, etc. Ainsi, la richesse Wertheimer est gérée comme un portefeuille familial, investissement dans l'immobilier de luxe, les vignobles, les entreprises de loisirs, tout en renforçant la maîtrise de l'entreprise de cœur, Chanel. Au final, on constate une gouvernance familiale transgénérationnelle, de Pierre à Jacques, puis à Alain et Gérard. La maison Chanel est restée dans le même cercle familial, sans dilution. Alain dirige aujourd'hui le groupe Chanel, il est chairman et actionnaire majoritaire, tandis que Gérard supervise notamment la division horlogerie du groupe. Cette répartition des rôles permet de répartir les responsabilités tout en maintenant un contrôle étroit. Stratégie patrimoniale transgénérationnelle. La famille Wertheimer illustre parfaitement la notion de transmission de patrimoine sur plusieurs générations. Leur stratégie est d'éviter les fragilités. En ne recourant jamais à la bourse, ils préservent leur indépendance et l'authenticité de la marque. Mais ils doivent aussi penser à l'héritage successoral. Dans ce but, ils s'appuient sur plusieurs leviers. D'abord, leur domicile en Suisse, Genève, et aux États-Unis, New York, favorise un environnement fiscal plus souple qu'en France. Ensuite, les holdings et entités juridiques créées, comme Chanel Ltd, sont conçus pour faciliter la passation des parts entre générations sans choc fiscal majeur. Leur family office Moose Partners joue un rôle clé. Ils supervisent la répartition des actifs, anticipent les conséquences des donations et optimisent les placements familiaux. Ainsi, au lieu de dilapider leur argent, Alain et Gérard réinvestissent continuellement dans des secteurs variés, finance, immobilier, nouvelles technologies, etc., tout en conservant le contrôle de leur empire principal. D'après les derniers classements, chacun des deux frères figure parmi les personnes les plus riches du monde. Leur fortune personnelle est estimée autour de 40 à 41 milliards de dollars, mais ils restent entièrement maîtres à bord. En somme, leur mode de gouvernance montre qu'une entreprise familiale peut durer indéfiniment si l'on planifie soigneusement la succession et si l'on protège le capital des influences extérieures. Anecdote captivante. Pour illustrer ces chapitres, voici 2 anecdotes authentiques qui montrent le caractère exceptionnel de cette famille. Anecdote sur la Seconde Guerre mondiale. Comme raconté, Pierre Wertheimer avait anticipé l'expropriation des entreprises juives en 1940. C'est un fait peu connu mais spectaculaire. Il a désigné Félix Amiot, un industriel chrétien, comme gérant arien, officiel de Parfums Chanel, ce qui a techniquement légalisé la poursuite des activités de Chanel Parfums sous l'occupation nazie. Cette ruse a non seulement sauvé l'entreprise, mais elle a permis à Chanel numéro 5 de continuer à exister même pendant la guerre. Cela montre à quel point les Wertheimer étaient déterminés à protéger leur entreprise par tous les moyens. Si vous trouvez ces révélations intéressantes, pensez à vous abonner à Caro Gestion Privée. Vous y découvrirez d'autres récits incroyables d'hommes et de femmes d'affaires, et des conseils pour gérer vos propres investissements patrimoniaux. Anecdote sur la rivalité avec Coco Chanel. En 1956, un cheval élevé par Pierre Wertheimer remporte l'illustre Derby d'Epsom en Angleterre.
Excité par cette victoire, Pierre court féliciter Coco Chanel en lui demandant de se joindre à sa joie. Selon la légende, la créatrice lui aurait répondu sèchement qu'elle ne l'embrasserait pas et qu'elle lui en voudrait toujours pour leur partenariat. Cet épisode révèle tout le ressentiment de Coco. Malgré tout, elle ne pardonnera jamais d'avoir dû céder le contrôle de son empire à son investisseur. C'est un choc de personnalité dans l'histoire de la mode. D'un côté, un homme d'affaires humble, de l'autre, une créatrice orgueilleuse. Ces deux anecdotes soulignent la ténacité et l'intelligence de la famille Wertheimer, ainsi que les péripéties étonnantes qui ont jalonné l'histoire de Chanel. Enseignement clé pour les investisseurs. À travers cette saga, on peut tirer plusieurs leçons importantes. Vision long terme et exclusivité. Les Wertheimer ont cru aux produits Chanel et n'ont pas cherché le rendement rapide. Par exemple, ils ont lancé très peu de nouveaux parfums en plusieurs décennies, à peine quelques-uns tous les 10 ans. Cette rareté a créé un effet d'aura. Chaque lancement est un événement. Les auditeurs peuvent retenir qu'il peut être plus payant de viser la qualité et la rareté plutôt que de multiplier les produits. Gouvernance et transmission familiale. La réussite de Chanel montre l'importance d'anticiper la succession. En maintenant l'entreprise en privé et en l'organisant via des structures comme Chanel Limited, les Wertheimer ont assuré une transmission en douceur du patrimoine. Autrement dit, une entreprise familiale durable nécessite une planification juridique et fiscale rigoureuse. Holding, family office, etc. pour passer le flambeau sans perte majeure. Diversification du patrimoine. Les frères n'ont pas mis tous leurs œufs dans le même panier. Outre Chanel, ils ont investi dans des industries variées. Vin, Rausen-Segla, Canon et courses hippiques, la presse Le Farm, mais aussi des secteurs de luxe, maroquinerie, coutellerie. Cette répartition protège leur fortune globale. Leçon pour les investisseurs. Diversifier ses actifs dans plusieurs secteurs réduit les risques. Gestion de crise et prudence. L'histoire de Chanel pendant la guerre est édifiante. En désignant un dirigeant arien à temps, Pierre a protégé ses actifs d'un risque majeur. Cela illustre l'importance de la réactivité face aux crises. Que ce soit par des montages juridiques ou un plan d'urgence, anticiper les menaces est crucial pour préserver un patrimoine. Discrétion comme stratégie. Contrairement à beaucoup de grands patrons modernes, les Wertheimer ont choisi la discrétion. Le fait de ne pas médiatiser la famille ni de recourir à la bourse a été un avantage. Ils n'ont jamais été soumis à l'opinion publique ou aux analystes financiers. Le contrôle total de l'entreprise leur a permis de prendre des décisions parfois audacieuses, comme limiter la diffusion de numéro 5, sans devoir les justifier à des actionnaires externes. Cette stratégie souligne qu'une entreprise peut s'épanouir dans l'anonymat, à condition de rester avant-gardiste et cohérent dans sa vision. Fin de l'épisode. En conclusion, l'histoire des Wertheimer et de Chanel est un formidable exemple de réussite patrimoniale française. Elle illustre comment un investissement visionnaire dans un parfum iconique peut se transformer en empire familial, pour peu qu'on sache le protéger et le faire évoluer intelligemment. Nous avons vu que la combinaison de patience, de diversification, de planification juridique et d'un soupçon de discrétion peut créer des destins de fortune durables. J'espère que ce portrait détaillé vous aura inspiré. N'oubliez pas de vous abonner à Caro Gestion Privée pour en savoir plus sur la gestion du patrimoine et d'autres histoires économiques passionnantes. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Destin de Fortune. Caroline Bonneau, ingénieure patrimoniale pour Destin de Fortune sur Caro Gestion Privée.